Contrairement au QI, à l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, elle est plastique. Elle se développe bien en fait. Souvent, les empathiques qui vont avoir à remonter leur affirmation de soi, on peut avoir des gens très affirmés qui vont avoir à travailler un peu l'empathie. Et je pense qu'on prendrait des bien meilleures décisions pour le monde, pour la planète, si on pouvait, tu vois, cultiver des moments de pause et de retour à soi dans la journée. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour accélérer sa carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Emmanuelle Horn. Emmanuelle a 25 ans d'expérience, dont 15 en tant que formatrice en management. Elle est spécialiste de la connaissance de soi et certifiée en intelligence émotionnelle. Nous parlerons de ses 10 premières années dans l'industrie où elle a de belles leçons à nous partager qui pourraient bien vous servir vous aussi. Ensuite, nous aurons une masterclass en intelligence émotionnelle et je peux vous garantir que vous vous retrouverez dans au moins une de ces configurations et si ce n'est pas vous, quelqu'un de votre entourage. Écoutez bien, ça pourrait bien vous servir pour votre carrière comme en dehors. Je suis très content et honoré de t'avoir avec nous parce que je voulais quelqu'un qui sache parler d'intelligence émotionnelle, pas parce qu'il l'a lu dans un livre, pas parce qu'elle a écrit plein de choses ou elle a écrit plein de choses sans l'avoir réellement vécu, mais quelqu'un qui a une épaisseur professionnelle et qui sache aussi bien parler de l'intelligence émotionnelle d'un point de vue purement théorique que de comment on le met en œuvre au travail. Je te propose, si ça te va, Emmanuel, de te présenter rapidement. Donc, je suis Emmanuelle Horn, je suis formatrice en management depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, j'interviens, je dirais, principalement plutôt dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, mais ça m'arrive aussi d'intervenir dans des entreprises, on va dire, de plus petits formats, et puis y compris aussi dans des startups, puisque on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai moi-même un peu d'expérience là-dedans. Je suis vraiment à la jonction entre connaissance de soi et management. Donc, comment en tant que manager, en me connaissant bien, en connaissant mes forces, mes atouts, mes qualités, mais en étant aussi en conscience et vigilant par rapport à des petits ou des grands travers que je peux avoir par moment. Classiquement, un peu d'impulsivité, une tendance au rapport de force avec la hiérarchie, ou une tendance à pas oser dire non, par exemple. Ça va être dans les grands classiques. Bien se connaître à ces deux niveaux-là. Et j'ai, au sein de la connaissance de soi, moi, je suis certifiée en intelligence émotionnelle. Donc, je suis certifiée pour faire passer le questionnaire EQI, qui est un des questionnaires qui permet d'évaluer, en fait, d'auto-évaluer son intelligence émotionnelle. Donc, voilà, c'est une spécialité que j'ai et que je déploie. Parle-moi de tes premières expériences, je suis très curieux. Effectivement, après mon diplôme d'école des commerces, moi je suis diplômée HEC et j'ai fait une majeure marketing et un stage final chez L'Oréal. Mais finalement, dans le jeu de la recherche d'emploi, je démarre ma carrière chez Ubisoft, donc qui est plus connu comme l'éditeur de jeux vidéo. Mais moi, je rentre dans le département des jeux ludo-éducatifs, donc les jeux à destination des enfants pour rendre l'apprentissage plus ludique. Donc, il y a déjà un petit peu un lien ou un germe par rapport à mon métier futur de formatrice, et puisque j'essaie que mes pédagogies soient justement assez interactives et intéressantes, passionnantes, ludiques. Voilà, donc en tout cas, je rentre en tant que chef de produit marketing sur ces jeux chez Ubisoft. L'entreprise était en pleine croissance. Déjà 500-600 employés dans le monde, mais en train de grossir comme un champignon. Et assez rapidement, j'ai l'opportunité en fait de devenir manager en fait du service marketing sur les jeux ludo-éducatifs. Et donc, je prends ma première responsabilité de management. J'ai pas fait le calcul, mais je pense au bout de 2 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, je me retrouve à encadrer voilà, une équipe de 7-8 personnes, des chefs de produits, une attachée de presse, etc. Et puis, alors voilà, j'étais un peu le prototype, on va dire. Ça va peut-être parler à certaines des personnes qui nous écoutent, mais j'étais vraiment le prototype du manager empathique qui, du coup, a besoin de travailler son affirmation
heureusement, je dirais la vie était bien faite et cette première équipe était vraiment une équipe charmante et à la fois hyper compétente et avec une super ambiance très, très facile en fait. Et en plus, j'avais recruté pas mal des profils qui étaient là, avec l'erreur classique des premiers managers qui est de recruter un peu trop à mon image. Mais du coup, voilà, on avait une ambiance qui était fort sympathique. Donc ça, c'était ma première expérience vraiment de manager de proximité. Et Pardon, je t'interromps. oui. Juste une petite pause parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a plein de perles. Tu nous parles de pédagogie et tu nous parles du fait que ce soit ludique, interactif. Ça, c'est première perle que tu as discrètement intégrée dans le truc. Là, tu parles de management, tu parles de tes premières erreurs et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait ces erreurs-là. Le problème d'affirmation, le Ouais. problème de recruter comme soi. Et je te challenge. Rétrospectivement, c'est super dur de le faire quand on a 23, 24, 25 ans, mais rétrospectivement, comment tu fais justement pour ce premier point que tu as abordé, qui est de dire, j'ai tendance à recruter des gens comme moi, et c'est pas toi, Emmanuel, c'est tout le monde. On a une affinité, on a des biais qui font qu'on apprécie les gens qui nous ressemblent sous une forme ou une autre. Comment on fait pour s'en détacher? Eh ben, on va devoir se forcer un petit peu, en fait, à aller, à sortir de sa zone de confort et aller dans ce que j'appelle la zone de challenge, en fait. Et donc, de me dire, bon, ben voilà, quid de trouver un profil qui a pas mal d'affirmation de soi, pas mal d'assertivité, dont peut-être le défaut est l'empathie, mais en l'occurrence, je vais pouvoir l'accompagner là-dessus en tant que manager, vu que moi, c'est plutôt ma force. Ça va peut-être être moins évident pour moi, mais au niveau de la complémentarité des profils dans l'équipe, ça va apporter parce que voilà, il va venir me challenger au moment où moi j'aurais tendance à dire oui, par exemple. Il va dire mais non, on peut pas dire ça, etc. Et du coup, voilà, mais il faut un peu se forcer, hein, se dire, allez, je rentre dans ma zone de challenge, je fais pas ce qui est considéré comme naturel, mais qui peut, quand tu recrutes les 8 comme ça, peut devenir un peu embêtant, en fait. Petite pause, si vous aimez ce podcast, aidez-moi en mettant une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Merci. Et ben voilà, donc après, alors là, d'un seul coup, on me propose une aventure, en fait. Donc, je suis rentrée chez Ubisoft en 1997. Et sur la fin de ces années 90, en fait, c'était la bulle Internet, la première bulle Internet. Donc, il y avait des successions d'introductions en bourse d'entreprises technologiques, d'entreprises de l'information, etc., et qui faisaient comme ça des intros en bourse fulgurantes avec des valorisations qui n'avaient rien à voir, en fait, finalement, avec là où on était réellement le développement de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes d'EBITDA et tout ça. Et dans ce contexte-là, les frères Guillemot qui ont fondé Ubisoft se disent, il y a des nouvelles plateformes qui apparaissent, il y a le téléphone portable, mais alors on était vraiment voilà, sur pas des grosses capacités, mais quand même, il y a le téléphone portable, il y a les décodeurs télé, il y a des choses qui commencent à se passer aux États-Unis sur Internet en termes de jeux en ligne, en termes de communauté de joueurs, en termes de tout ça. Et donc, si on montait en fait finalement une start-up pour explorer ces nouveaux business models et avec l'idée de l'introduire en bourse très rapidement et de évidemment lever des fonds, parce que ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt le capital risque en fait qui vient financer les start-up, mais à l'époque, vraiment en 3, 4, 5, 6 mois, on introduisait en bourse et souvent le marché répondait. Et donc, on me propose de partir dans l'aventure d'une start-up qui allait devenir Gameloft. Et donc, du coup, j'ai fait partie de la core team où il fallait être très polyvalent parce que, en fait, alors j'avais toujours ma casquette marketing, mais je faisais aussi des rendez-vous commerciaux. On rencontrait les gens qui fabriquaient des matériels, voilà, les supports. On rencontrait des chaînes de télé, on rencontrait, enfin, les opérateurs de téléphone. On rencontrait plein de monde. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve dans cette équipe avec vraiment l'ambiance start-up, avec des recrutements à tour de bras chaque semaine, à grossir vite, à faire l'introduction en bourse, je pense, moins de 6 mois après le démarrage. Donc, vivre une introduction en bourse, c'est quand même quelque chose. Voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, la DG France de la filiale France
part en congé de maternité et me demande d'assurer son intérim pendant son congé de maternité. Donc Wow. là, en termes de sortie de zone de confort, c'était quand même une sacrée expérience en fait. Wow. Voilà. Qu'est-ce que tu as tiré de ça, de cette expérience à la fois qui est hyper unique? Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait une entrée en bourse et encore moins le faire et ensuite prendre la DG en temporaire. Ouais. Bon, j'étais encore très jeune hein, et très débutante, donc je pense que j'ai pas tout compris de ce qui m'arrivait sur le moment, mais rétrospectivement, le fait d'avoir travaillé quand même assez étroitement avec plusieurs frères Guimau, j'ai pu vraiment observer de près comment résonne un chef d'entreprise et voilà, quelqu'un qui monte des entreprises. Moi aussi, j'ai une petite tendance perfectionniste. Et alors, quand on est en mode start-up, c'est vraiment du défrichage, c'est vraiment en anglais, on dit du trial and error. Donc, c'est vraiment j'essaie, je vois si ça marche, je garde, ça marche pas, je fais autre chose. Donc, c'était assez débridant pour moi au niveau de ça. Ouais, je pense que c'est les deux grands enseignements que j'ai tirés de cette époque. D'accord, super. Je prends note quand même d'un point que tu as là aussi mentionné qui me semble important, c'est celui d'observer les autres. Et quelque part, tu as aussi appris par l'observation. Alors après, il y a rien de mieux que la pratique, mais c'est bien aussi d'avoir quelques mental models, des modèles mentaux d'autres personnes, comment les autres personnes raisonnent pour te donner une indication d'une manière d'adresser les sujets. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que, bon, tu as nagé parce qu'on t'a jeté à l'eau, quoi. Je pense C'est que ça. à cet âge-là, et vu ton expérience, prendre un tel rôle, c'est juste monstrueux. Et je pense que finalement, elle a bien fait d'avoir un enfant. J'espère que tout s'est bien passé pour elle. Tu sors donc de l'expérience Gameloft, après tu fais quoi? Donc, après l'expérience Gameloft, on me propose en fait de revenir dans un poste de management chez Ubisoft. Et je pense que ça m'est arrivé pendant mon congé de maternité. Et c'était prendre en fait le management de ce qu'on appelle chez Ubisoft les Creative Services. J'avais environ, oui, 7-8 managers sous moi. Et je n'avais aucune de ces expertises. Voilà, je n'étais pas graphiste, je n'étais pas développeur, je n'étais pas ingénieur son. Donc, en fait, j'avais aucune expertise. Donc, quand tu disais jeter dans la piscine un petit peu plus tôt, c'était à nouveau quand même un sacré jet dans la piscine parce que c'était devenir manager de manager, ce qui euh, implique quand même de pouvoir finalement faire faire sans faire soi-même, donc être un peu Mhm. manager coach. Et en même temps, des fois, ça arrive alors qu'on est passé par tous les métiers. Mais là, en l'occurrence, c'était non seulement pas mes métiers, mais en plus, voilà, moi, j'avais pas un profil d'ingénieur ou de scientifique, tu vois. Donc, c'était quand même un gros défi, quoi. Mm. D'accord, super. J'ai rencontré une de mes plus brillantes talents dans ma vie Oui. passée, il n'y a pas si longtemps que ça, et elle voulait pas passer manager parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas fait le tour de tous les métiers. Donc là, Oui. tu es vraiment à l'opposé où tu dis, en fait, je connaissais aucun des métiers et j'ai ma première expérience de manager dans un domaine où je suppose que tu ne te sens pas aussi compétente que TN-1 et encore pire que TN-2. Comment tu fais pour vivre ça et comment tu fais pour t'en sortir? Pour être sincère, c'est vraiment la prise de poste. Ou si c'était à refaire, je referais pas pareil, en fait. Mhm. C'est-à-dire, zone de confort, zone de challenge, mais après, c'est zone de panique. Et là, j'ai été quand même vraiment, j'ai fait des sacrées incursions dans la zone de panique et je pense que j'y ai laissé un peu trop de plumes nerveuses, tu vois. Quels apprentissages t'as tiré, soit parce que t'as réussi des choses, soit peut-être dans ton Et cas, comment tu fais pour être alors, un peu moins dans la zone de panique? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire je pense que différemment? j'ai eu l'intelligence peut-être émotionnelle de constater assez rapidement que les managers que j'avais, alors certes, il y avait voilà, parfois des fortes personnalités, mais c'était tous des grands experts et extrêmement autonomes dans leur métier. Ils m'avaient pas attendu pour faire tourner leur studio quelque part. Mhm. Donc du coup, je me suis appuyée là-dessus et j'ai pas du tout cherché à les micromanager et on voit bien que ça aurait pas été évident pour moi n'ayant pas l'expertise technique. Donc moi, je me suis plutôt positionnée en complémentarité
pour voir où étaient leurs besoins et essayer vraiment d'apporter dans ces domaines sur lesquels ils avaient des besoins. Par exemple, il n'y avait pas encore d'entretien annuel d'évaluation de mis en place. Donc, j'ai mis en place des choses au niveau RH pour vraiment structurer les RH dans cette entité. Euh, Après, ils avaient aussi des besoins d'investissement technique. C'est du matériel souvent coûteux. Donc voilà. Donc moi, j'étais en charge en fait de discuter avec la direction pour obtenir les évolutions de matériel dont on avait besoin pour rester en pointe. Euh, voilà, tu vois, je me suis vraiment positionnée comme ça en complémentarité. Et puis, bon, ce qui annonce un peu mon métier suivant, voilà aussi, parfois les soutenir en termes je dirais, de sentiment de valorisation, de sentiment de reconnaissance, et puis parfois aussi les challenger sur des aspects de personnalité ou de comportement qui pouvaient leur jouer des tours. Soit avec leurs équipes, soit dans les relations avec d'autres services. Voilà, mais il y a eu quand même des moments chauds, quoi. Je pense en particulier au licenciement d'une de mes managers pour faute grave avec mise à pied. C'était ma première fois hein, que j'avais à faire ça. Bon, j'étais appuyée par une avocate, mais c'était quand même voilà, costaud à gérer et le tout parce que c'était l'ambiance encore start-up hein, finalement, et je rencontre beaucoup ça dans les start-up, pas vraiment de formation, pas vraiment d'accompagnement, de coaching, de mentoring ou de temps tu vois, voilà, mes hiérarchiques étaient très indisponibles en fait. Donc vraiment la grande piscine. Mhm. D'accord. Ce que je retiens de tes expériences, en tout cas de celle-ci, c'est il faut savoir accepter qu'on ne soit pas compétent et pour autant prendre le poste de manager parce que ce qu'on attend en tant que manager ou manager de manager, c'est pas qu'on fasse le boulot, c'est qu'on fasse en sorte que tout ça fonctionne. Et donc, ce que tu as bien fait, c'est trouver ta place là-dedans et pas forcément aller les chercher à être plus compétente qu'eux parce que ça aurait été un investissement qui aurait duré trop longtemps et je suis pas sûr que tu les aies aidés en faisant du Ouais. micromanagement. Donc, plutôt les aider, donc faire en sorte. Comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié l'ancien patron de GE qui disait You should be the chief broom officer. Donc le patron balaye. En gros, la personne qui va balayer pour que son équipe puisse avancer et rouler, on va dire, tranquillement sur le chemin parce que vous avez enlevé les cailloux et tous Mm, les mm. débris qu'il peut y avoir sur le chemin. Et je trouvais que c'était intéressant. La deuxième chose, c'est les aspects soft et comment ils sont essentiels quelque part parce que même si vous n'avez pas la compétence technique, allez accompagner vos managers dans la gestion des conflits, dans donner du sens, dans savoir communiquer de manière efficace. Tout ça, ce sont des compétences soft qui pourront Mm. vous aider, quel que soit le poste que vous pourriez prendre plus tard. C'est tellement important ce Mhm. que tu dis et c'est vraiment pour moi la plus grande clé quand on devient manager de manager, c'est vraiment une grande prise de recul. Et il y a quand même une vraie reprogrammation pour se dire, même si j'ai l'expertise technique, il y a quand même un enjeu pour que mes managers s'ennuient pas de pas faire à leur place. Donc de toute façon, il y a l'enjeu, voilà, de prendre du recul et de finalement s'appuyer sur eux et les aider à grandir plutôt que faire à la place d'eux. Ouais, ouais. C'est aussi un conseil que pourraient prendre celles et ceux qui sont dans des équipes techniques dont ils connaissent bien le métier. Si Mm. vous voulez vous développer d'un point de vue soft, allez vous frotter, sauf si vous voulez une carrière d'expert, auquel cas vous êtes à la bonne place, mais allez vous frotter à des domaines où vous ne connaissez pas suffisamment pour pouvoir faire le travail des autres et où la légitimité, vous allez devoir la trouver d'une autre manière que par je vais t'expliquer, je connais mieux que toi. Ouais. Super, merci. Et une dose qui peut être peut-être la dose zone de challenge et pas zone de panique, c'est, tu vois, tu prends une équipe, tu vas avoir quelques managers bon, dont tu connais l'expertise, et puis il va y avoir quelques domaines qui pour toi sont nouveaux. Et en fait, Mhm. au lieu de mettre les mains dans le cambouis finalement, et puis de prendre un peu la place de son manager, bah, c'est plutôt voilà, s'entraîner à asseoir sa légitimité plutôt sur l'aspect leadership, plutôt sur l'aspect comment je peux t'aider, plutôt sur l'aspect je lui fais du feedback positif, voilà, sur ses soft skills. En même temps, je suis aussi là pour lui faire du feedback correctif quand il y a un truc qui va pas au niveau du comportement. Et j'assois ma légitimité comme ça parce que finalement, voilà, je deviens un manager coach Mhm. et les personnes sont très preneurs de ça. D'accord, super. Merci beaucoup. Donc, aider les managers à grandir plutôt qu'à faire le travail à leur place. Super. C'est Donc, tu ça. as cette expérience de manager de manager. Ensuite, c'est quoi tes next steps?
Alors, ben là, s'intercale un congé de maternité, le deuxième, et la naissance de ma fille. Et puis, ben c'est là, pendant le congé de maternité, que on me propose ce qui sera mon dernier poste chez Ubisoft. On me propose en fait de rejoindre. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais maintenant, ils appellent ça le Strategic Innovation Lab. Donc, le laboratoire d'innovation stratégique qui est rattaché directement à la direction générale d'Ubisoft et qui a pour vocation de maturer une variété de sujets immenses. Ça peut aller de la ligne éditoriale à la gouvernance, en passant par, je sais pas, des études marketing, enfin voilà, vraiment plein de choses, mais qui sont des sujets un peu pionniers, un peu d'avant-garde. Et l'idée, c'est de les confier à cette équipe pour qu'elle puisse les défricher, les incuber, les maturer en lien avec la direction générale, avant que finalement ils soient remis aux opérationnels de la production, du marketing, etc. Et donc, je deviens en sorte consultante interne. Et là, ben, je vais intervenir sur différents sujets qui étaient vraiment d'avant-garde parce que tu vois, on est dans les années, je pense, 2006-2007. Et par exemple, j'ai travaillé sur l'intergénérationnel, le management intergénérationnel. Donc, je ne sais Mhm. pas si tu as entendu parler les boomers, les Gen X, les Gen Y, les Gen Z, etc. Euh, ben voilà, j'ai dû faire des études sociologiques là-dessus pour anticiper qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire pour nous en termes de management. Voilà, c'était un des sujets. J'ai aussi travaillé sur est-ce que le jeu vidéo pourrait être un vecteur de développement personnel? Voilà, tu vois, tu as le Mhm. sujet et tu défriches. J'avais aussi travaillé sur, il y avait des sujets de recherche qui portaient, parce qu'à l'époque, on s'était beaucoup rapproché de l'industrie du cinéma et on avait aussi commencé à avoir des contrats pour sortir les jeux de grands dessins animés ou grands films qui sortaient. Et donc, on était aussi en train d'étudier les méthodes de production dans le cinéma et comment le cinéma, finalement, est très imprégné des études sur les émotions, puisque quand tu fais un film, ben, tu dois en permanence gérer, en fait, Mhm. les émotions. Donc, juste pour reboucler avec le sujet de l'intelligence émotionnelle, je m'étais retrouvée aussi à travailler sur des recherches qui avaient été faites sur les émotions à cette époque-là. D'accord. Est-ce qu'il y Voilà. a dans le lot des études que tu as faites, que ce soit celle-ci en lien avec les émotions ou un peu plus tôt sur l'intergénérationnel ou sur le développement personnel, est-ce qu'il y a quelques messages clés que tu saurais peut-être synthétiser et partager à l'auditoire? Moi, j'ai été très admiratrice en fait de l'intelligence de cette direction, finalement, de se donner les moyens d'être en permanence au contact de tendances ultra émergentes, tu vois, qui étaient juste des signaux faibles en fait. Et Mhm. finalement d'y allouer des moyens de façon à stratégiquement pouvoir avoir des longueurs d'avance par rapport à ça. Quand on voit quand même les enjeux de direction d'une grande entreprise, euh, voilà, de toute façon, j'imagine que pour être un bon PDG, il faut avoir ça, mais j'ai pu l'observer de près et voir aussi comment on se donne les moyens, en fait, de faire ça. J'ai aussi pu voir que parfois, il peut y avoir aussi un petit peu du défi, du challenge entre une direction générale qui pense que c'est un sujet stratégique et intéressant et le fait que les opérationnels terrain puissent s'en emparer. Voilà, donc d'où l'enjeu d'incuber, voilà, d'y aller progressivement parce que ça a beau être intelligent stratégiquement, c'est pas pour autant forcément que le terrain va s'en emparer parce que ça implique peut-être des changements d'organisation, des changements dans les façons de procéder. Et on sait bien, voilà, les communautés humaines sont quand même, surtout voilà, dans notre culture française encore plus, je pense, assez résistantes au changement. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. D'accord, super, merci. Donc, deux points que je retiens. Un, la capacité à capter les signaux faibles et aller investir, allouer un peu de ressources Mm. temporelles, humaines, ce que vous voulez. Et au passage, ce qu'on applique à la société, on pourrait aussi l'appliquer à soi-même, hein, se dire c'est quoi les quelques tendances sur lesquelles j'ai envie d'investir. Et la deuxième chose, qui est l'enjeu
change management quelque part entre Ouais, une vision stratégique et l'adoption des opérationnels et comment on fait en sorte, via l'incubation ou via toute autre méthode, de transformer cette vision qui a peut-être beaucoup de sens intellectuellement, mais qui, tant qu'elle n'est pas exécutée, reste juste wishful thinking, quoi, c'est ça, voilà, quelque c'est chose qui ça, n'est pas concret. D'accord, très bien. ça. Ouais, ouais. Merci. Et donc là, tu disais que c'était ta dernière expérience Ubisoft. Oui, parce qu'alors, donc entre-temps, j'avais eu mes deux enfants Mhm. et la question du sens de ce que je fais dans ma vie professionnelle est revenue me tarauder assez forte. Il faut dire que j'étais du coup plus sur les contenus ludo-éducatifs qui étaient ceux pour lesquels j'avais vraiment une vraie affinité. J'avais moins d'affinité pour le reste du catalogue. Et donc, du coup, j'étais vraiment avec cette interrogation, c'est quoi mon prochain move en termes de carrière? Euh, Est-ce que je continue dans le marketing? Est-ce que voilà, j'ai été un petit peu dans le flou et j'avais cette quête de sens, en fait, qui était très forte. C'est-à-dire que je me disais, j'étais très en conscience, finalement, que bah, je travaillais, je sais pas, moi, 7 8 9 heures par jour et que c'est toute cette énergie investie, j'avais envie, en fait, finalement, qu'elle puisse contribuer, une petite contribution, mais qu'elle puisse quand même contribuer à adresser les grands enjeux du monde, on va dire, sur lesquels j'ai toujours eu une sensibilité, en fait. Et donc, tu vois, là, on est en 2007, 2000, oui, 2006, 2007, toujours. Euh, et là, je rencontre un cabinet de formation spécialisé en leadership éthique. Et alors, ce qu'il faut juste pour réaliser, c'est qu'en 2006-2007, leadership éthique, OK, mais en fait, dans les entreprises, on ne parlait pas encore de développement durable. On en parlait dans les hautes sphères des sommets de la Terre, etc. Tu vois, mais au cœur des entreprises au quotidien, il n'y avait pas encore le développement durable. Il n'y avait pas encore la responsabilité sociale des entreprises. Il n'y avait pas encore l'économie sociale et solidaire. On n'avait pas encore parlé de raison d'être, d'entreprise à mission, d'entreprise libérée, d'intelligence collective, enfin tout ce qui a pu émerger depuis et qui nous a donné des mots en fait pour parler de tout ça. Donc moi j'étais là avec ma quête de sens et franchement c'était un peu le no man's land autour de moi sur que faire avec ça et où trouver ma prochaine place en fait. Et donc, je croise la route de ce cabinet spécialisé en leadership éthique. Et la fondatrice avait vraiment cette vision, en fait, de se dire, on a besoin d'aider les entreprises à se poser la question de à quoi contribue mon cœur de métier? En quoi mon cœur de métier contribue à résoudre les grands enjeux sociétaux, environnementaux, les grands enjeux du monde? Et en même temps, en étant très conscient que ça, c'est tellement exigeant de passer d'une logique où tu vises voilà, principalement le profit à une logique où tu vas intégrer plus de paramètres et viser aussi d'autres types de résultats, que du coup, il faut être extrêmement fort en leadership, en fait. Il faut être puissant, il faut avoir une vraie intelligence du cœur, il faut avoir une vraie gestion des énergies, parce que la conduite de ce genre de changement, c'est un peu compliqué, en fait. Mhm. Donc, voilà, il y avait dans ce cabinet toute une approche que j'ai trouvée vraiment fascinante. Donc, j'ai commencé à me former et à faire moi-même déjà des formations pour moi. Et puis, du coup, à croiser des camarades qui avaient un peu les mêmes aspirations que moi et ça faisait du bien. Et puis, finalement, la fin de l'histoire, c'est que au bout d'un moment, on m'a proposé et j'ai aussi eu envie de rejoindre en fait ce cabinet. Et donc là, tac! Je suis devenue consultante formatrice en leadership éthique et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint les métiers de l'accompagnement salarié dans ce cabinet de formation. Voilà. D'accord, bravo. Donc tu as 30 et quelques. Tu es rentré chez Ubisoft sur un sujet qui était pertinent pour toi, finalement Mm. quelque part contribuer au développement des enfants via les jeux. Et puis ben, par la force des choses et par les besoins de la société, tu t'es retrouvé à faire des choses que tu as considérées selon tes valeurs et ce que tu voulais faire, un peu trop divergentes. Et donc tu as eu Mm. le courage, un, de te poser, et deux, de prendre des décisions, même si tu les as à coup sûr maturées, parce que c'était ce qui
était bien pour toi, de changer de société, de faire autre chose. J'invite vraiment tout le monde à se poser la question, surtout quand on arrive la trentaine, la quarantaine, à certains moments, quand on commence à un peu se sentir distant en termes de valeur avec ce que la société fait, au moins de se poser la question. Pas forcément de quitter, mais vraiment investissez. Vous ne voulez pas attendre Ouais, d'avoir 65 ans et de vous dire, ouf, ça y est, je vais pouvoir faire maintenant ce que je veux vraiment faire. Je pense que la ouais. vie est suffisamment courte pour ne pas attendre 30 années inutilement. Super, Et bravo. Donc, là, et je oui. dirais en rebond de ce que tu dis, la Mhm. difficulté souvent que les personnes ont, mais on en parlera peut-être après, c'est de prendre un peu de temps pour ça. Mhm. Or, c'est pas évident et je sais, hein, parce que moi j'avais deux enfants en bas âge, j'ai pris sur mes vacances pour aller me former, tu vois, mais en fait, et d'ailleurs ce serait à refaire. Peut-être que je serais passée au 9 dixième ou au 4 cinquième, mais pour pouvoir faire ça, en fait, je me le suis pas autorisée. Mais finalement, est-ce que c'était si impossible que ça? Tu vois. Mais à l'époque, bon, j'avais pas encore beaucoup de gens autour de moi qui vivaient des questions de sens et des transitions professionnelles sur des fonds de questions de sens. Donc, je dirais que j'ai fait au mieux déjà avec ce que Mhm. j'ai réussi à faire. Mais oui, se poser, réfléchir, ça me semble vraiment essentiel de le faire à chaque fois qu'on est à une fin de cycle, en fait, dans sa Mhm. carrière. Et on Mhm. en a plusieurs des cycles comme ça pendant la carrière. D'accord, super. Donc là, tu rentres et c'est quoi tes key learnings là encore de ton démarrage de nouvelle vie? Quelque part, tu pars sur je vais transmettre de la compétence ou du know-how, du knowledge. Ouais. Euh, Voilà, j'ai tout appris des métiers de l'accompagnement. Au début, je dirais en étant dans des interventions à deux, en étant la junior, et puis progressivement en prenant seule des formations ou des accompagnements individuels. Euh, et là, je sais pas comment dire, c'est vraiment comme, j'ai toujours dit, dans ce métier, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pars animer une formation ou que je pars faire une séance de coaching ou quelque chose comme ça, c'est comme si je faisais mes gammes, tu vois, Mhm. c'est des rencontres avec les personnes, mais moi, pour moi, à l'intérieur, c'est comme si je faisais mes gammes, comme un pianiste, en fait, qui, finalement, si tu veux être un peu virtuose de l'art, de savoir créer des prises de conscience chez les autres êtres humains et les accompagner, en fait, dans le changement et dans le déploiement de leur potentiel, ben, en fait, toi, tu as besoin de faire tes exercices, tu as besoin de faire tes gammes. Et les formations, pour moi, c'était ça, parce que t'as beau former sur le même sujet, c'est jamais le même groupe. Tu peux avoir à un certain moment une personnalité plus difficile, quelqu'un qu'on a obligé de venir en formation et donc n'a pas envie d'être là. Et donc, comment en fait, en partant de là, alors qu'en fait au début de la formation qui dure un jour, deux jours, trois jours, les personnes sont totalement inconnues pour toi, tu vas pouvoir créer un terrain de confiance, une sécurité psychologique pour que les gens puissent s'ouvrir. Tu vas les amener à prendre conscience en fait de leurs forces. En même temps, tu vas aussi être au rendez-vous parfois pour leur faire miroir et pour les interpeller sur des aspects que tu perçois toi, ne serait-ce qu'à l'aube de un, deux, trois jours. Et tu te dis, oh là là, attends, là, s'il est en rapport de force avec moi comme ça pendant la formation, c'est évident qu'il doit être en rapport de force avec ses hiérarchiques. Ok, ça se passe comment avec les hiérarchiques? Et tu vois, et en fait, comme l'humain, il n'y a pas un être humain pareil sur la planète. Même après 15 ans, je m'ennuie jamais parce que j'ai toujours des nouveaux cas, j'ai toujours des nouvelles configurations. Tu vois, l'année dernière, un jour, j'ai eu un groupe, ils étaient, ils étaient adorables, mais ils étaient hyper taiseux. Donc, Mhm. en fait, toi, t'impulses et en face, t'as pas de réaction. T'as pas de réaction par la parole. T'as pas de réaction sur le visage. Donc, euh, pour moi, tu sais, enfin, maintenant, j'ai plus trop de problèmes de sécurité intérieure, mais je me suis retrouvée vraiment un peu à l'intérieur, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, ça leur plaît pas, tu vois? Mais j'avais jamais eu la configuration d'avoir un groupe avec quasiment que des personnes, assez taiseuses, en fait, tu vois, qui Mhm. n'expriment pas grand-chose. Et donc là, bah voilà, configuration inédite qui est venue me chercher encore un peu plus loin dans mes propres entournures et dans mes propres peurs, en fait. Mhm. Et Donc c'est voilà.
Comment tu t'en sors justement quand tu as des gens en face qui sont très peu, enfin qui répondent peu finalement à peut-être tes relances ou tes sollicitations? Alors après, ce que j'ai appris en fait dans ce métier, c'est que on n'est pas tout puissant. Ça pour moi, vu que j'avais quand même un bon syndrome du sauveur, de la sauveuse, je voulais sauver tout le monde. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment appris que chacun a sa vie, chacun a ses cycles, chacun a son rythme. Et donc, des fois, oui, il faut savoir insister, mais des fois, c'est pas le moment en fait de la personne. Donc, comment je vais pouvoir néanmoins la rencontrer, même si c'est pour ensemble faire le constat qu'en fait là, elle n'a pas envie d'être là, qu'en fait on l'a obligée, et peut-être même la mettre face au choix. Donc, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu souhaites rester encore un jour ou est-ce que tu appelles tes RH pour, mais par contre, là, l'attitude depuis le début de la formation, ça, c'est pas possible. Tu vois, donc, donc du coup, c'est hyper interpellant parce qu'il faut être, enfin, c'est hyper entraînant. Enfin, ça m'entraîne énormément parce que faut être courageux, en fait. Faut être courageux, tu vois, par exemple, dans un cas comme ça pour pas, parce que si tu laisses faire et que ça dure 2 jours, ça peut vraiment t'entraîner une dynamique humaine dans les choux, hein. Et t'as pas le bon résultat et t'as pas aussi les bonnes évaluations à la fin. Alors bon, j'essaie de pas être trop scolaire, mais on est quand même nous aussi évalués, tu vois, dans nos Mhm. performances. Et en fait, dans un groupe, une personne qui n'est pas investie ou qui est dans un comportement pas qualitatif peut te planter toute la dynamique. Donc, si je le laisse faire, ça va pas. Si je le laisse de côté et je lui parle pas du tout, ça va pas non plus. Donc, comment je vais pouvoir essayer de communiquer avec lui pour qu'on arrive à établir un pont entre nous, même si c'est pour constater qu'en fait là, ça va pas, en fait. Mhm. Tu vois, c'est parfois, bon, voilà, heureusement, je l'ai pas trop souvent, mais ça arrive qu'on ait des situations comme ça. Ouais, D'accord, merci. Ce que je retiens de ça, et surtout en analogie par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans la vie en entreprise quand on est ouais, manager, ou même quand on est juste membre d'une équipe, c'est quelque part, il faut savoir aussi interagir intelligemment avec des profils différents, entre celui qui ouais, prend toute la place, celle qui parle pas du tout, qui participe pas, et essayer de les rencontrer là où ils sont, et puis ouais. trouver un terrain qui nous permette à tous finalement de trouver ce dont on a besoin. Oui, c'est exactement ça. Tu résumes vraiment très bien. D'accord. Donc tu fais ça 8 ans, 7 8 ans, 7 ans à peu près, Ouais. et après tu vas à ton compte, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a amené à ça et quel... Mais en fait, le cabinet a fermé et j'ai été licenciée économique. Euh, dans les raisons, il y avait sans doute que on était un peu pionnier sur un tel sujet. Ça arrive parfois, tu vois, quand t'as raison quelque part, Auto. mais trop tôt. Ok. Donc voilà. Et du coup, ben là, retour à la maison, hein, donc avec mon licenciement économique, bon, alors qui donnait, en tout cas à l'époque, des conditions assez favorables, mais quand même. Et en plus, pour rajouter un petit peu de sel, mon mari, lui, dans sa propre entreprise, avait pris en fait un package de départ à ce moment-là, dans le jeu de plein de changements qui se produisaient à l'heure actuelle, à ce moment-là dans son entreprise. Donc Mhm. on s'est tous retrouvés, tous les deux retrouvés en janvier 2015 à la maison, avec les enfants qui partaient à l'école et nous qui restions à la maison. Donc c'était quand même non, c'était quand même un grand moment où faut être bien accroché. Parce que oui, tu as beau avoir, tu vois, une sécurité financière devant toi, ce qui est déjà bien, hein, très bien. Ça réveille quand même des grandes peurs à l'intérieur. Et en même temps, moi, je voulais vraiment prendre le temps de me poser la question de ce que j'allais faire ensuite, de pas me précipiter par peur, tu vois. Je Mhm. voulais vraiment faire un choix réfléchi, un choix conscient. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai pris le temps de me poser, j'ai fait des formations, voilà, j'ai mûri des réflexions, etc. Finalement, c'est pas très surprenant ce qui m'est arrivé, mais il y a eu tout un cheminement quand même. Je me suis lancée en libéral
Et donc depuis, je suis formatrice en fait freelance à mon compte et voilà, et j'interviens pour des entreprises, j'interviens aussi en sous-traitance pour des cabinets de formation, voilà. Mhm. Juste un petit zoom. Donc, tu es licencié, tu as la chance d'avoir un package qui te permet de ne pas avoir l'insécurité financière sur un horizon de temps raisonnable. Donc, et tu reconnais que c'est un confort. Au passage, si vous les avez pas écoutés, je vous recommande l'épisode avec Karine Vinardi qui mentionne justement comment on peut se créer un peu de sécurité, notamment en essayant de dépenser moins que ce qu'on reçoit, pour être capable justement, en supposant même que tu n'aies pas d'allocation chômage, d'essayer d'aller un peu plus loin. Néanmoins, c'est quand même flippant. T'as, tu perds ton travail, tu as zéro visibilité sur ce que tu vas faire demain, tu as une sorte de quête de sens qui t'amène des contraintes supplémentaires de ne pas faire n'importe quoi. C'est quand même une épreuve difficile. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui vivent ou qui pourraient à un moment donné vivre une période difficile en termes d'épreuves, je ne sais pas ce que je vais faire demain, j'ai perdu mon emploi ou autre? Est-ce que tu as des... Je pense que faut pas se leurrer, hein. Ça reste une période difficile avec plein d'émotions hyper désagréables qui turbulent à l'intérieur, avec les pensées qui font, tu vois, qui font plein de scénarios dans la tête. Donc c'est vraiment compliqué. J'avais déjà quand même, je pense, un peu cette sagesse de savoir que dans ces cas-là, j'avais fait beaucoup de développement personnel avant, et je savais que dans ces cas-là, en fait, il faut surtout pas rester dans la tête à penser, 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 penser. Il faut beaucoup plus passer par le corps, euh, intensément se faire du bien, en fait. Donc moi, c'est une période où j'allais marcher, par exemple, tous les matins. Parce Mhm. que moi, la nature et la marche sont vraiment deux de mes grands, grands leviers pour la régulation du stress et des émotions et aussi pour la joie, en fait. C'est vraiment, voilà, quelque chose qui me donne énormément de joie. Donc, j'allais marcher tous les matins parce que je voyais vraiment que quand je le faisais pas, ma journée était tout de suite plus stressée, moins bonne, etc. Et quand je le faisais, j'avais des idées qui venaient, j'avais une prise d'initiative qui était facilitée, j'avais des idées créatives, voilà. Donc, c'était pas la même vie selon que je faisais ça ou pas. Mhm. Après, c'est aussi le moment où je me suis formée à la méditation pleine conscience. Donc, j'ai fait un cycle d'ateliers. L'approche s'appelle MBSR, c'est vraiment la méditation de pleine conscience. Voilà, et donc ça m'a soutenue parce qu'on s'engage aussi à méditer tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas une pratique quotidienne de la méditation, mais en tout cas, c'est quand même une clé que j'ai en cas de besoin et je sais que pour moi, dans les périodes d'épreuve, c'est vraiment quelque chose qui peut m'aider. Après, c'est mes leviers à moi. Comme j'accompagne des gens, je vois bien que mes leviers ne sont pas forcément les leviers de tout le monde. Donc, je dirais l'idée, c'est finalement, on sait, on a souvent des pratiques et il en faut pas beaucoup, il faut pas faire plein de choses. Mais par contre, il faut le Mhm. faire un peu tous les jours. Et certains, ça va être le yoga, d'autres, ça va être, je sais pas, la danse, certains vont aller courir. Mais c'est quelle est là où les deux pratiques reines qui vont vraiment vous aider à pas devenir fou quelque part, enfin, et à garder le cap. Voilà. Top, top. Je prends, je dirais même que je l'étendrai même, tu l'as illustré parce que ma question c'était sur ta période un peu difficile, mais quelque part à tout moment vous pouvez bénéficier de comment tu l'appelais ça, tes activités reines, quelles Oui, qu'elles soient, pour ouais, prendre du recul et puis surtout essayer peut-être de réduire le niveau de pression que vous pourriez vous mettre. c'est Super. ça. Euh, Si on en vient maintenant à ton expertise qui est autour, entre autres, de l'intelligence émotionnelle, de manière plus générale, de la connaissance de soi. Déjà, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Peut-être pas- Oui. Partons par les basiques, commençons par les basiques. Ouais. Alors, intelligence émotionnelle, donc on va parler d'émotions en fait. Et pour être concrète, en fait, les émotions, il y a celles qui sont agréables à vivre, la joie, la fierté, l'enthousiasme, la gratitude, etc. Et puis, il y a celles qu'on aimerait éviter, mais on est des êtres humains, donc c'est inévitable, qui sont désagréables à vivre, comme peuvent l'être la culpabilité, l'agacement, la colère, la peur, l'anxiété, l'appréhension, etc., etc. Et l'intelligence émotionnelle, c'est savoir finalement, en moi déjà, identifier ces émotions quand elles me traversent
savoir les réguler et savoir utiliser l'énergie en fait qu'elles contiennent et les messages qu'elles cherchent à nous envoyer pour finalement derrière interagir avec les autres, décider de la façon la plus porteuse possible, je dirais. Voilà, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Mhm. Et puis c'est aussi et surtout, et c'est vrai pour tous les personnes qui sont managers, qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est aussi après quand c'est interagir avec les émotions des autres en fait. Mhm. Donc, on va parler d'empathie, on va parler de tout ça. Donc, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Classiquement, on l'oppose à l'intelligence cognitive, l'intelligence du QI, qui est plus sur du logico-mathématique, sur du verbal, sur des choses comme ça. Là, c'est vraiment comment j'interagis de façon intelligente avec mes émotions et avec les messages que ces émotions, m'envoient. Exemple, la colère, elle s'enclenche pas pour rien. Elle s'enclenche peut-être parce qu'on a envahi mon territoire. Alors, en management, ça va être parce que quelqu'un cherche à me prendre un bout de mon poste. Ou elle s'enclenche peut-être parce que, il y a une injustice. Mon hiérarchique m'a dit que j'avais rien fichu et en fait, bah si, j'ai travaillé, c'est juste que j'y arrive pas, en fait. Donc Mhm. là, je vais avoir un sentiment d'injustice associé à une colère. Donc la colère, elle est là pour me faire entendre le message qu'il y a quelque chose, tu vois, qui a par exemple envahi mon territoire ou une injustice qu'on me commet. Et en fait, elle est là. On sent souvent une colonne rouge qui monte en nous hein, comme un volcan. En fait, elle est là pour nous donner la force de nous affirmer. Oui, donc de dire stop, de dire non, etc., etc. Sauf que si elle n'est pas bien régulée, ben, en fait, le problème, c'est qu'elle va sortir comme un volcan. Et là, ça fait des dégâts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, tu vois, un peu canaliser les chevaux. Là, je prends juste l'exemple de la colère pour que ça puisse devenir de la force d'affirmation, de l'assertivité, de la pose de limite, etc. Et pas du débordement qui va me créer des dégâts relationnels avec des personnes que j'aime bien peut-être le reste du temps, ou qui va me mettre à dos ma hiérarchie, ou des choses comme ça qui peuvent être super dommageables derrière pour une carrière, surtout quand c'est récurrent. Mhm. D'accord. Donc voilà. Si on continue, justement, je te remercie pour à la définition et de la première illustration de quelque chose qui arrive parfois et qui peut être effectivement très dommageable, qui est quelqu'un pète les plombs et a un comportement inacceptable socialement, inacceptable dans le cadre professionnel ou pas, et qui se retrouve bah, quelque part pénalisé par ce manque de contrôle. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens qui sont justement sujets à ça, peut-être un manque de maîtrise de soi? Alors, on parle de colère, mais ça pourrait être éventuellement autre chose, hein. Alors j'ai des recommandations, par contre, j'ai pas de baguette magique. Mhm. Parce que on parle de choses qui sont là depuis souvent tôt dans notre vie et du coup c'est des réflexes et que du coup déconditionner des réflexes, il faut bien avoir conscience que ça va demander de la répétition et ça va demander de l'entraînement comme une pratique sportive. Sur la colère, mais en fait c'est la même clé, je dirais, sur la peur et l'anxiété et l'appréhension. Mais en tout cas sur la colère, la frustration, tout ça, la grande clé, en fait, déjà numéro un, qui est disponible 24 heures sur 24 sur nous, c'est la respiration. Donc, j'ai cette colonne, tu vois, qui monte à l'intérieur. C'est tout un entraînement tu vois, déjà, je bouge un peu dans ma chaise et je fais ça. Et d'ailleurs, je me recule pour pas lui sauter à la gorge. Éventuellement, je dis, bon, alors écoutez, je pense que là, on a tous besoin d'une pause. Je vous propose qu'on aille prendre un café ou faire un petit tour et on reprend dans 15 minutes. Ah, c'est possible, ça s'entend en fait. Donc vraiment, respirer et temporiser. Mhm. Ça, c'est vraiment sur la colère la grande clé. Et je vois des personnes vraiment qui, sur par exemple parfois une décennie, 2 décennies, sont passées d'une impulsivité mais rouge violacée à vraiment, tu vois, une grande capacité à se maîtriser. Avant, ils débordaient tous les jours et puis là, ils me disent, bah, ça arrive plus que, voilà, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Donc ça fait une différence mais énorme pour la carrière Mhm. derrière. Ouais, ouais, top. Pas la même vie. Super, merci pour ces clés avec donc quelques messages. C'est que quelque part, les choses qui sont profondément ancrées en nous, elles se règlent pas comme ça. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a la répétition et le déconditionnement qui se fait ben, par
un Ouais. exercice conscient et volontaire et dans le temps qui paye. Et il y a une application qui est très bien, il y en a même Mhm. deux sur nos smartphones. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax et il y en a une autre qui s'appelle Respire, qui sont des respirations de cohérence cardiaque guidées. Je vous donne pas tous les détails là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi pratiquer en préventif. Par exemple, je sais que je vais avoir ce matin une réunion où je risque fort de ruer dans les brancards. Et ben, je vais Mhm. pratiquer le matin 5 minutes de cette respiration. Les scientifiques nous disent qu'on a des effets porteurs pendant 4 heures. Vous voyez? Donc, je suis quelque part, j'ai mis mon assurance vie, enfin mon assurance anti-colère avant de partir en réunion. Donc, respire, relax sur les smartphones. 5 minutes comme ça, 4 heures d'effets bénéfiques. D'accord, super. Merci beaucoup pour les deux applis. Euh, Est-ce que tu as d'autres, avec toutes les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as des cas un peu récurrents qui t'arrivent en termes de sujets sur lesquels on a besoin de travailler d'un point de vue intelligence émotionnelle? Euh, alors, il y a donc on a évoqué le cas des impulsifs qui vont devoir apprendre à se canaliser pour pouvoir s'affirmer dans de bonnes conditions. Il y a le cas en fait des personnes qui sont plus dans l'appréhension, la peur de la réaction de l'autre et du coup l'évitement des situations, dont eux, l'enjeu, ça va être de réguler ces peurs. L'émotion source, c'est la peur pour pouvoir eux aussi aller s'affirmer. Mais en fait, ils partent pas du tout de la même polarité. D'ailleurs, souvent, les deux se jugent. Il y en a celui qui est dans l'évitement qui va trouver que celui qui s'énerve, quelle grande gueule celui-là. Mhm. Et puis le super impulsif, il va dire ah mais quel chiffre molle celui-là, tu vois. Donc ils Ah. se jugent souvent, alors qu'en fait ils ont à faire exactement le même, enfin exactement. C'est pas la même régulation émotionnelle à l'intérieur, mais quand même, les deux, c'est finalement canalisé pour aller vers l'affirmation de soi, une affirmation, tu vois, qui peut être très ferme, non, mais qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas agressive ou qui n'est pas, non, s'il vous plaît, voilà, qui est quelque chose qui va être ferme, fort, sans, mais rester constructif, en fait. Mhm. Mais Voilà. attends, juste, alors je suis pas sûr du coup d'avoir compris. C'est concrètement comment je fais là si j'ai du mal à maîtriser ma peur et à m'affirmer. C'est quoi les quelques petites pratiques que je pourrais essayer de répéter ou... Là, c'est important de favoriser ce qu'on appelle l'ancrage. Donc, ça va encore souvent passer par le corps. Mhm. Et moi, je recommande souvent aussi d'aller marcher ou d'aller danser, mais genre, tu vois, danse de tambour, genre danse africaine. Ou, ce qu'il faut, c'est travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est les racines qu'on a en fait sous les pieds, qui vraiment nous enracinent. Parce que quand on est pris par la peur et l'appréhension, en fait, on est souvent déstabilisé. La personne en face, elle nous dit un petit truc et on est déjà déstabilisé pour rétablir, en fait, comme un arbre, tu vois, la solidité du tronc et des racines, il faut en fait descendre nos énergies. Et donc ça passe par, oui, jogging, marche, tu vois, tout ce qui va permettre de taper sur le sol, en fait. Mhm. D'accord, super, merci. Peut-être en analogie, dans la partie public speaking, j'accompagne un certain nombre de personnes sur la partie public speaking. Un des leviers justement pour maîtriser sa peur, notamment quand on vient tout juste de prendre la parole et qu'on est très inquiet. Généralement, on a tendance à se cacher, à se faire tout petit, à être complètement instable. C'est de dire, ben, ayez les jambes écartées, enfin, genre à la hauteur des épaules, bien stable et soyez fixe stable. Parce que ça, non seulement ça donne l'image de quelqu'un de plus sûr de lui, mais en plus de ça, ça a un effet rétroactif sur vous. Le fait d'avoir une posture justement de quelqu'un de Mm. confiant vous donne aussi plus de confiance. Donc, ce que je vois, c'est il y a Exactement. une certaine analogie avec ce que tu dis qui est, voilà, alors, je n'ai pas exercé encore les danses africaines, même si certaines m'avaient bien plu, comme Ah la bon? capoeira, mais. Mais L'idée de redevenir un chêne, tu vois, l'arbre, ouais, d'être comme d'accord, un chêne, de d'accord. bien planter ses racines. Mais la respiration, c'est clé aussi, hein. Je me souviens d'une conférence que j'ai animée sur l'intelligence émotionnelle fin d'année dernière. Voilà, avant que ce soit mon tour de monter sur le podium, là, j'avais ma main, j'avais lu ça sur Internet, et donc j'inspirais sur 5, donc je faisais
Alors, maman, elle n'était pas là, elle était posée Hmm. contre moi discrètement parce que j'étais au milieu de tout le monde, tu vois, donc je ne pouvais pas faire quelque chose, je ne pouvais pas faire, oh, oh, voilà, ou je ne pouvais pas faire de la danse africaine. Donc, j'inspirais sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, et après, j'expirais sur 5. Et j'ai fait ça pendant peut-être 7, 8 minutes, tu vois, Mhm. avant que ça soit vraiment mon tour. Et je crois que c'est la fois où vraiment j'ai eu la voix la plus posée d'entrée de jeu en conférence. D'accord, super. Écoute, est-ce que tu veux partager peut-être un dernier cas? Alors, quelques cas fréquents. On peut avoir une personne qui est très dans le contrôle de soi. On va appeler ça dans le questionnaire EQI, très dans le contrôle des impulsions. Donc, ça donne quelqu'un de très en maîtrise, très en contrôle, voire parfois du coup un peu froid, un peu... Pour les autres, c'est pas évident de le lire. Mhm. Euh, et du coup, lui, par exemple, son enjeu, ça va être de travailler une autre polarité, une autre compétence dans l'intelligence émotionnelle qui est l'expression émotionnelle. Tu vois, de s'entraîner à laisser plus transparaître, en fait, voilà, laisser plus transparaître les émotions qu'il vit. On va commencer par les émotions positives, donc laisser plus transparaître sa satisfaction, sa fierté, tu vois, et donc comment je vais mettre de l'emphase, comment je vais le véhiculer dans mon visage, dans ma posture, dans ma voix, de la fierté, je suis fière de vous. Tu vois, on va travailler tout ça. Et donc ça, je dirais que c'est un classique. Il y a un autre classique qui est les empathiques, donc les gens qui ont une forte empathie et qui vont souvent, ben, je l'ai évoqué me concernant, avoir à travailler, à développer l'affirmation de soi. Voilà, pour être un manager à l'aise, il y a besoin de savoir être exigeant et bienveillant. Et donc, pour pouvoir être exigeant et bienveillant, selon les cas, je vais avoir besoin d'affirmation de soi et d'empathie. Et on a tous plus ou moins fort dans l'une ou dans l'autre. Ça arrive, mais c'est pas ultra fréquent, surtout en début de carrière, qu'on soit équilibré dans les deux compétences. Et donc, voilà, il y a souvent les empathiques qui vont avoir à remonter leur affirmation de soi. On peut avoir des gens très affirmés qui vont avoir à travailler un peu l'empathie quand, par exemple, dans une équipe, ils vont avoir quelqu'un qui est un peu en souffrance ou a des difficultés. Est-ce que je vais pouvoir être à l'écoute? Est-ce que je vais pouvoir comprendre ce que la personne vit alors que bah, moi, c'est pas mon cas, ça me challenge pas, je suis pas stressée. Tu vois, là, ils vont avoir à Mhm. travailler sur des situations comme ça, l'empathie. Mhm. Top, top. Voilà, ça, c'est des cas classiques, je dirais. Merci beaucoup. Ces cas, ils vont servir à toutes les personnes qui se sentent concernées par l'une ou plusieurs un ou plusieurs des exemples que tu as donnés, mais aussi, et que vous soyez manager ou pas, comprendre un peu ces cas types qui sont juste quelques illustrations, mais qui se retrouvent quand même. Et moi aussi, j'en vois plusieurs, dont certains qui me concernent personnellement. Et savoir les identifier, c'est aussi se donner la possibilité peut-être d'aider quelqu'un en face justement à réaliser et peut-être à l'aider éventuellement à progresser si elle ou il le souhaite. Super, merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que tu as un dernier point avant de rentrer peut-être sur quelques questions-réponses rapides? If and En if. complément, je dirais Oui. juste que du coup, dans ce questionnaire pour évaluer l'intelligence émotionnelle que je pratique, sur lequel je suis certifiée, c'est juste savoir que en fait, le questionnaire permet de savoir où on en est dans le développement en fait de 15 compétences qui ont l'effet levier le plus majeur sur le développement de notre intelligence émotionnelle. Donc dedans, il y en a dont on a parlé, l'affirmation de soi, l'empathie, l'expression des émotions, mais il y en a encore d'autres. Euh, et du coup, il permet de savoir bah, où j'en suis aujourd'hui, à quel point je les ai déjà activés ou pas, sachant qu'évidemment, on n'a pas appris ça à l'école. On n'est pas formé à l'intelligence émotionnelle, même en école de commerce. Donc, ça peut être un peu en friche. Mhm. Maintenant, il y a un tel enjeu, surtout quand on manage des humains, pour les personnes qui sont managers ou qui sont en relation avec des clients, par exemple, toute la journée, avec des clients qui peuvent être agressifs, mécontents. Voilà, ben, c'est intéressant en fait de savoir où on en est, sachant que contrairement au QI, à l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, elle est plastique, elle se développe bien en fait. Donc, je veux dire, même si vous n'avez pas un score royal,
c'est pas grave parce que vraiment, pour peu qu'on le travaille un peu consciemment, vous repassez le questionnaire 3 ans après, vous allez vraiment observer des différences. Voilà. Super, merci beaucoup. Je crois que sur ton site, il doit y avoir un lien vers un test qu'on doit pouvoir faire. Voilà. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent ne serait-ce que savoir où ils en sont et identifier éventuellement des opportunités de développement. L'intelligence émotionnelle a clairement un, est un gros levier pour l'épanouissement personnel, pour l'épanouissement professionnel et puis aussi pour la progression de carrière. Tu m'avais dit, j'avais bien aimé, que on a tendance parfois à juste simplifier, se dire il y a l'intelligence QI et puis il y a le quotient émotionnel et that's it. Et j'avais bien aimé, donc tu me parlais de Howard, je crois. Euh, Howard Gardner, c'est ouais. ça. Les médias se sont emparés de l'intelligence émotionnelle et puis dans les années 90 et puis ils ont beaucoup opposé QE, QI, quotient émotionnel, quotient intellectuel. Bon, moi, mon positionnement, c'est de dire que, en fait, on a tous plein de formes d'intelligence. Et j'ai été ravie de découvrir qu'il y a un chercheur américain de Harvard qui s'appelle Howard Gardner, qui a fait des recherches sur ce qu'il appelle les intelligences multiples. Donc, il a sorti plusieurs livres sur cette thématique des intelligences multiples et où justement il met en avant le fait qu'il y a plein de formes d'intelligence qui existent. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, il parle de l'intelligence musicale. Et moi, pour avoir travaillé avec des ingénieurs du son, c'est extraordinaire de voir ce qu'ils sont capables de détecter avec leurs oreilles et leurs tympans, en fait. Et on Mhm, se rend compte que c'est... Enfin voilà, moi, j'ai pas ça. Et lui, c'est un don, c'est un talent, c'est une intelligence en fait. mhm, Voilà. Il y a aussi l'intelligence corporelle et kinesthésique. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence des sportifs, des danseurs, des chorégraphes, des kinés, des ostéopathes, cette intelligence du corps en fait. Et là, mhm, c'est pareil. Moi, des fois, mon ostéopathe, je suis là, mais comment il arrive à percevoir ça dans mon corps? Enfin, c'est mhm, incroyable. Et donc ça, c'est une autre forme d'intelligence. Et il en liste comme ça, je sais plus, 8 ou 9. Et au milieu de ça, il parle d'intelligence intrapersonnelle et d'intelligence interpersonnelle. Et globalement, l'intelligence émotionnelle, elle est un peu entre les deux, puisque c'est comment, voilà, je vais être intelligent avec mes émotions, mais aussi être intelligent avec les émotions des autres. Mais du coup, c'est pour dire, en tout cas, moi, je suis pas tout QE ou tout intelligence émotionnelle. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde et que chacun finalement a sa place et qu'on va pas demander, alors je sais pas comment il était en termes d'intelligence émotionnelle, mais je pense à, je sais pas, des grands savants comme Copernic ou Galilée. Voilà, ils ont une contribution majeure à l'histoire du monde et peut-être qu'ils avaient un QE pas bon du tout. Bon, alors peut-être que ça leur a joué des tours dans leur vie personnelle, mais leur génie était ailleurs. Voilà, donc je ne suis pas, tu vois, intégriste en fait de l'intelligence émotionnelle. Voilà, il faut repasser mhm. ça dans un ensemble. Super, j'aime bien le mot, je suis pas intégriste de l'intelligence émotionnelle. Et il y a beaucoup d'intégristes par intérêt, ne serait-ce que ça, hein. C'est, si vous êtes spécialiste en intelligence émotionnelle, vous avez tout intérêt euh, à, voilà, à promouvoir l'intelligence émotionnelle et surtout d'expliquer qu'il n'y a rien qui peut se faire sans ça. Tu as une démarche beaucoup plus Oui. honnête, beaucoup plus intègre qui dit oui, c'est super important et il y a plein d'autres choses aussi. Vous pouvez très bien être épanoui à être de grands scientifiques complètement sociopathes, mais brillants quand même. D'accord. Oui, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai que quand, tu vois, je me retrouve avec quelqu'un qui passe le questionnaire et qui est dans des scores bas, et puis on a 1 heure d'accompagnement ensemble, bah forcément, tu es vite confronté à quoi, comment je l'accompagne, cette personne. J'ai pas envie qu'elle ressorte en étant démontée parce qu'elle croit que soit on a une super intelligence émotionnelle, soit c'est foutu. Bon, déjà, c'est pas foutu parce qu'elle peut se développer tout au long de la vie. Et en plus, voilà, on est multiple. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'elle fait comme métier. Est-ce qu'elle travaille derrière un ordinateur? Est-ce que, au contraire, elle est au service, au contact client? Et du coup, les enjeux et les implications ne seront pas les mêmes. Donc, c'est important de toujours avoir la vision d'ensemble, tu vois. D'accord. Merci beaucoup. Question de fin, question rapide. Tu peux y répondre rapidement si tu veux. Première, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui débutent leur carrière? Euh, je pense que c'est important de travailler sur soi.
Et je pense qu'on peut de moins en moins faire l'économie. Bon, moi, j'avais le goût de ça, donc je l'ai fait alors que ça m'était pas demandé. Mais là, j'ai l'impression que dans les temps actuels où il y a tellement de changements, où il y a des crises systémiques, où il y a des réorganisations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où il y a aussi, où on se rend compte qu'en fait, nos aspirations peuvent changer tout au long de la vie. Je pense que c'est vraiment important de prendre tôt l'habitude de travailler sur soi, de prendre conscience de nos forces, parce que ça, en France, on est vraiment, par notre système éducatif et tout, on n'a pas du tout l'habitude d'être valorisé sur ce que nous faisons de bien, sur ce que nous avons accompli. On prend pas le temps de savourer ça. Et en fait, du coup, on est déjà parti sur la suite de la to-do list, le prochain challenge, ce qui n'allait pas, la chose à remédier, tu vois. Oui, tout ça, c'est très important, mais faisons-le sur la base d'un plan. Donc voilà, donc vraiment travailler sur soi pour bien être conscient de ses ressources, de ce qu'on fait de bien, et puis aussi mettre ses points de vigilance et savoir se manager sur nos petits travers qu'on a tous. Voilà. Super, j'adore. Un conseil pour les plus avancés, qui sont en cours de carrière, par exemple? Et là, je crois qu'on l'a déjà un petit peu évoqué. Moi, mon conseil, c'est vraiment quand vous sentez, si vous arrivez à le sentir, que là, vous êtes dans une sorte de fin de cycle. J'ai pris mon exemple quand je me suis retrouvée voilà, licenciée économique à la maison et tout. Euh, mais ça peut être d'autres choses. Quand on a un peu ce sentiment de fin de cycle et qu'il y a une nouvelle page à écrire, c'est vraiment important en fait là de se donner du temps et de se donner des moyens. Il existe plein de choses. Il y a évidemment le bilan de compétences. On peut aussi faire un travail avec un coach. Il y a aussi des programmes très intéressants qui se développent. Je pense en particulier, il est diplômé de mon école de commerce, quelqu'un il a monté le programme Chance, qui allie des coachings en visio avec des questionnaires type algorithme, intelligence artificielle et tout ça, mais des questionnaires introspectifs qui vont nous faire réfléchir sur nous. Et puis, tu vois, ces coachings en visio qui vont s'échelonner. Donc, je crois que l'accompagnement dure 3 4 mois. Il est finançable avec le CPF. On peut le faire en dehors, en fait, de l'entreprise, si jamais l'entreprise bon, bah, n'est pas ouverte ou que c'est délicat d'en parler avec l'entreprise. Et ils sont pas les seuls. Donc, en fait, il y a des choses qui existent comme ça. Et c'est important, dans des moments clés, charnières de sa carrière, de vraiment savoir s'allouer ce temps-là pour prendre du recul et réfléchir à soi. Super, merci beaucoup. Une expression? Il me vient en fait une citation, c'est n'imite rien ni personne. Le lion qui copie un autre lion devient un singe. C'est Victor Hugo qui a dit ça. D'accord. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? J'ai des livres sur l'intelligence émotionnelle à recommander. Mhm. Donc, attends, il y a le grand classique sorti dans les années 90 qui a fait date, Daniel Goleman, l'intelligence Mhm. émotionnelle. Avec l'intelligence émotionnelle au travail, Mhm. toujours par lui. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les bibles en matière d'intelligence émotionnelle. Et puis, il y a ce petit livre que j'aime beaucoup, Intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et améliorer sa relation aux autres. Laurence Roux-Fouillet. En fait, c'est 10 leçons d'auto-coaching. Donc, c'est très interactif, en fait, la façon dont le livre est conçu. Et on se retrouve assez vite en termes de profil, on va dire, à l'intérieur et en termes Ah, d'enjeux. Et voilà, enfin, elle va nous faire faire des exercices, elle va nous donner des exemples, des cas, des astuces. Enfin, voilà, j'aime bien cet ouvrage-là. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les personnes qui, à la fois, savent qui savent s'arrêter dans leur journée, qui savent faire des pauses. Et pour moi, les grands exemples, c'est par exemple, alors je ne suis pas d'une religion en particulier, mais c'est l'abbé Pierre et sœur Emmanuel, qui étaient à la fois des gens, mais ultra actifs, ultra contributifs dans le monde, et en même temps qui, au cœur de leur journée, savaient bah, évidemment s'arrêter et prendre une pause introspective, si on peut appeler ça comme ça. Mais par exemple, il y a aussi
un maître zen vietnamien dont j'aime beaucoup les livres, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. euh, et qui lui aussi, c'est un peu la personne à l'origine de la méditation de pleine conscience, en fait, qui est devenue laïque, mais en fait, elle vient de lui, qui est un moine bouddhiste à l'origine. Et, euh, et en fait, j'ai fait une retraite dans un de ces monastères où ils accueillent des laïcs. Et alors, c'est extraordinaire parce que tout au long de la journée, il y a une petite cloche qui résonne. Et en fait, dès que la cloche résonne, on doit s'interrompre en fait dans nos activités. Donc, par exemple, manger ou faire le ménage ou quelque chose comme ça, ou aider à faire la plonge à la fin des repas. Et on doit s'arrêter et revenir à nous, en fait. Prendre une grande respiration et revenir à nous. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose Enfin, c'est l'avenir pour moi, tu vois. Mhm. On est trop tête dans le guidon, on est trop comme des hamsters dans leur roue. Et je pense qu'on prendrait des bien meilleures décisions pour le monde, pour la planète, si on pouvait, tu vois, cultiver comme ça des moments de pause et de retour à soi dans la journée. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Comment on peut te retrouver? Quels sont les meilleurs moyens? Alors, mon profil LinkedIn où je mets mon mail, je mets mon téléphone portable. Et puis sinon, j'ai un site internet qui est dédié à mon activité sur l'intelligence émotionnelle et sur les questionnaires, faire passer les questionnaires d'intelligence émotionnelle. Et ça s'appelle test-qe.fr. Mais c'est marqué aussi sur mon profil LinkedIn. Donc, LinkedIn est un bon endroit pour démarrer. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Vraiment, je suis très content de l'échange qu'on a pu avoir. Moi Je pense que aussi, tu vas Jafar. donner plein d'idées, plein de matières pour celles et ceux qui sont intéressés, soit pour copier des choses que tu as très bien faites dans ton parcours professionnel, soit s'inspirer de ce que tu nous as partagé sur l'intelligence émotionnelle. Merci Mais encore. pas trop copier pour pas devenir des singes, en fait, hein, par contre. Je rigole. S'inspirer, émuler, puis trouver sa propre identité. C'est ça, exactement. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.